Pour celles et ceux que je n'ai pas encore rencontrés, je m'appelle Steven et je fais partie de l'équipe de la plateforme d'action Laudato Si. C'est un véritable cadeau d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, je vous invite à vous présenter dans le chat votre nom, le lieu depuis lequel vous nous rejoignez, ainsi que la paroisse, le diocèse, l'établissement scolaire ou l'organisation auquel vous êtes lié. Ceci ne s'agit pas seulement d'un webinaire, c'est un espace d'apprentissage et de collaboration. Et le fait de nous voir arriver les uns les autres, c'est très important pour moi. Si vous souhaitez suivre cette rencontre en espagnol, en italien, en français ou en portugais, c'est possible. Cliquez simplement sur le bouton Interprétation en bas de votre écran et choisissez la langue de votre préférence. Nous voulons vous rappeler que nous enregistrons cette session et l'enregistrement sera disponible la semaine prochaine sur le tableau de bord de la plateforme d'action Laudato Si. Si vous avez déjà un compte, vous pourrez y accéder directement. Si ce n'est pas encore le cas, nous vous invitons chaleureusement à vous inscrire et vous trouverez les liens d'inscription ci-dessous. Nous souhaitons aussi que cet espace soit un cercle d'accueil. Merci de garder les échanges bienveillants et respectueux dans le chat. Lors de votre inscription, vous avez accepté notre charte de bonne conduite en ligne, la netiquette. Nous remettrons le lien dans le chat pour celles et ceux qui souhaitent le relire. Si une question vous vient à l'esprit pendant notre rencontre, n'attendez pas la fin, que vous pouvez cliquer sur l'onglet questions-réponses en bas de votre écran et l'envoyer à tout moment. Nous traiterons le plus de questions possible avant de conclure. Un petit rappel, c'est que les questions postées dans le chat peuvent facilement se perdre dans le flux de messages. Alors merci d'utiliser l'espace questions-réponses pour toute question additionnelle. Avant de donner la parole à nos intervenants, permettez-moi de situer notre temps ensemble. Le thème aujourd'hui est bien commencer l'année, élaborer votre plan pour 2026. Il ne s'agit pas simplement de planifier des activités, il s'agit de réancrer notre action dans les fondements spirituels et éducatifs de Laudato Si, de tirer les enseignements clés et les tendances observées en 2025, et de discerner comment répondre avec sagesse au contexte en évolution qui façonne notre année. Parmi ces évolutions figure l'expansion rapide de l'intelligence artificielle et des technologies numériques. Mais aujourd'hui, il ne s'agit ni de promouvoir ni de condamner l'IA, il s'agit de discernement. Il s'agit de se demander comment les nouvelles technologies influencent-elles notre manière de voir la création, comment transforment-elles nos pratiques éducatives, comment demeurer des communautés de contemplation, de conscience et de conversion avec cette ère numérique. Cette réflexion est encore en cours dans l'Église, dans la société, au sein de nos communautés. Nous ne sommes pas ici pour donner des réponses définitives, mais pour penser, prier et réfléchir ensemble. Avant de poursuivre, nous avons la grâce d'être conduits par la prière de Sœur Marine Escapra, des Sœurs de Notre-Dame de Sao Paulo au Brésil. Sœur Martinez a consacré sa vie à l'éducation comme enseignante, directrice d'établissement et responsable au sein du réseau des Sœurs de Notre-Dame, accomplissant ce qu'elle décrit simplement comme la mission de Dieu là où je me trouve. Son travail fait le lien entre foi, formation et justice. Elle est également membre du groupe consultatif religieux de la plateforme d'action Laudato Si. Bien elle ne puisse être présente en direct, elle nous a enregistré cette prière pour cette rencontre. Laissons cette prière nous recentrer, non d'abord comme planificateur, mais comme disciple. Bonjour à tous. Bonne journée, bon après-midi à tous. Bienvenue à ce moment de prière. Guidé par la parole, nous allons prier ensemble.
Nous allons demander au Seigneur de nous donner de la force pour cette nouvelle année 2026. Nous prions ainsi. Dieu de la vie, créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui vit et respire, des quatre coins du monde, nous nous rassemblons devant toi avec gratitude et respect. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous recevons cette nouvelle année comme un cadeau et une responsabilité confiée entre nos mains. Que ton esprit soit présent parmi nous, qui, au commencement, planait au-dessus des eaux, et qui, au temps de la nouvelle création, en Jésus-Christ, a rempli les apôtres de courage. Sois présent parmi nous maintenant, renouvelant notre espérance et guidant nos pas sur ce chemin commun. Tu as confié à l'humanité la garde de la terre pour la cultiver, pour la conserver. Accorde-nous la sagesse d'éduquer, le courage de transformer et l'humilité de reconnaître que nous faisons partie de la création et non des créateurs. Que ta parole soit une lumière sur notre chemin, surtout alors que nous discernons les actions pour l'année à venir. Aide-nous à aligner nos projets sur la justice, avec compassion et avec un bien commun. Écoute, ô Dieu, le cri de la terre et le cri des pauvres. Donne-nous un cœur sensible, capable de répondre par des gestes concrets de soins, de solidarité et de renforcement entre communautés. Puissions-nous, en tant que communauté mondiale de foi, marcher ensemble, renouvelant nos esprits et nos attitudes, être des signes d'espérance dans un monde blessé, mais encore plein de promesses. Demandons que nos esprits s'ouvrent à de nouvelles façons d'habiter ce monde, que l'apprentissage par l'éducation écologique nous guide vers une véritable conversion du cœur, nous amenant à contempler la beauté et à défendre la dignité de chaque créature. Donne-nous la force d'être des communautés de résilience et de renforcement des capacités. Face aux incertitudes climatiques et sociales, puissions-nous ne pas rencontrer la peur, mais plutôt le courage d'agir collectivement. Renforce les plus vulnérables afin que leur voix et leur sagesse puissent guider nos pas et renouveler nos espoirs. Que nos décisions fassent écho aux cris de la terre et aux cris des pauvres. Que nos décisions promouvent la vie en abondance, la paix entre les peuples, la création de relations justes et la protection bienveillante de notre maison commune. Nous te confions tout avec confiance et espérance. Amen. Je vous souhaite à tous un merveilleux carême.
Je voudrais maintenant présenter quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et avec qui j'ai le privilège de travailler étroitement, Alonso de Llanes, responsable du programme de la plateforme d'action Laudato Si. Alonso accompagne ce projet depuis sa croissance et son évolution. Il apporte à la fois une grande clarté stratégique et un engagement profond envers la mission écologique de l'Église. Il partagera brièvement avec nous les principaux enseignements de 2025, ce que nous avons appris, ce qui émerge dans les différents secteurs et pourquoi il est important de revenir à votre tableau de bord et d'y indiquer vos progrès en vue de 2026. Alonso, la parole est à toi. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être ici. C'est un honneur d'être présent, de vous avoir présent ici dans ce chemin global de la conversion écologique et avec la plateforme d'action de la date aussi. J'aimerais juste prendre quelques minutes pour mettre un point où est-ce que nous situons dans la communauté. Si vous n'avez pas déjà vu notre rapport annuel, vous pouvez vous inviter à le regarder dans la plateforme, dans le site de la plateforme d'action Laudato Si. Vous allez trouver que l'année dernière, plus de 5647 institutions et 5799 familles et individus à travers 150 pays ont continué à avancer ensemble pour ce chemin vers cette écologie intégrale. Plus que les numéros, ce qui nous a le plus touché en 2025 a été que on peut voir cette conversion écologique vraiment se concrétiser. Les institutions ne font pas que des promesses. Maintenant, ils sont en train de introduire des actions, des habitudes qui restent dans les communautés pendant des années. C'est un signe de maturité. L'Église, maintenant, est en train de vivre cette conversion écologique. Dans nous pouvons voir ici un top des 10 actions réalisées en 2025. Quand on analyse l'information des participants, nous gardons les 10 les plus faits dans l'année 2025. Quelques-uns, on peut voir comme faire de la compost, réduire le gaspillage alimentaire, mais ensemble font un changement très concret. La conversion écologique n'est plus une définition abstraite, mais devient une habitude pour beaucoup d'entre nous. J'aimerais aussi vous inviter à, si vous faites déjà partie de la plateforme, faites ce qui est possible pour compléter vos plans et vos actions. Et si votre institution est éligible, rappelez-vous que si votre institution complète toutes les étapes, vous pouvez recevoir un certificat Laudato Si, que c'est un prix, pas à la perfection, mais à la constance des institutions. Vous pouvez toujours nous rejoindre pour avoir ce certificat l'année prochaine. Merci beaucoup de faire partie de ce mouvement et je te donne la parole, Steven. Merci Alonso. Ce qui me frappe en t'écoutant, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de mise à jour, ce sont des signes concrets de progrès. Nous le rappelons souvent dans nos réunions internes, la conversion écologique ne se mesure pas seulement à l'inspiration, elle se manifeste dans les habitudes, dans les budgets, dans les décisions d'apprivoisement, dans ce qui est composté et dans ce qui est acheté. Ce passage de nous nous soucions à voici ce que nous faisons marque une vraie maturité pour celles et ceux engagés dans la plateforme. Alors que nous nous tournons vers 2026, une question émerge entre nous. Comment approfondir ce qui a déjà commencé? Le contexte évolue rapidement.
technologiquement, socialement, culturellement. C'est ce qui nous conduit à notre prochain intervenant. J'ai le plaisir de vous présenter Ivan Efraim Agosu. Il enseigne à l'Université pontificale et royale de Santo Tomás à Manille, la plus ancienne université d'Asie, encore en activité, fondée en 1611, un lieu où foi et raison dialoguent depuis des siècles. Il y est professeur et chercheur associé et il termine actuellement un doctorat en philosophie avec une spécialisation en théologie. Ses travaux couvrent des domaines variés, de Thomas d'Aquin à Gabriel Marcel, en passant par les humanités médicales et l'intelligence artificielle. Mais sont tous reliés par une même préoccupation, la personne humaine. Il vient pas nous donner des réponses définitives, mais nous aider à réfléchir plus profondément et plus honnêtement à la manière dont l'écologie intégrale se déploie dans cette ère numérique. Aujourd'hui, il s'agit donc de discernement pour nous demander est-ce que nous formons des personnes ou des utilisateurs et est-ce que nous construisons des communautés de sagesse ou des systèmes d'efficacité. Ivan, merci d'être avec nous. La parole est à toi. Merci, merci Steven. Je vais partager mon écran pour tous. J'espère que tout le monde peut voir l'écran. Bonjour à tous, bon après-midi à tous et bonsoir à tous. Où est-ce que vous vous trouvez dans le monde? Je vais regarder où est-ce que vous vous trouviez dans le monde. Je vous salue depuis Manille, spécialement à nos amis à Rome. J'aimerais remercier Alonso, Steven et les organisateurs de cet événement, de ce mouvement. Aujourd'hui, je vais parler un peu d'intelligence artificielle et son rôle avec cette conversion écologique. Je vais vous montrer ces informations que j'ai pu réunir durant les dernières 3 années depuis l'essor de l'intelligence artificielle. Je vais commencer en quotant le pape Léon qui nous dit que l'intelligence artificielle a certes ouvert de nouveaux horizons à la créativité, mais elle soulève également de sérieuses inquiétudes quant à ses répercussions possibles sur l'ouverture de l'humanité à la vérité et à la beauté, ainsi que sa capacité d'émerveillement et de contemplation. C'est important de reconnaître et sauvegarder ce qui caractérise la personne humaine et garantit son développement équilibré et essentiel pour établir un cadre adéquat de gestion de conséquences de l'intelligence artificielle. Ça, c'est des paroles du pape Léon XIV. Avec ces paroles, notre Père Saint nous demande de participer aussi à ce développement. Et bien sûr, dans cette ère digitale, nous cherchons à avoir une cohabitation avec la foi et cet essor numérique et technologique. Bien sûr, voir tout cet essor avec une maturité importante qu'on doit garder et le garder pour un bien commun. Notre Père nous parle aussi de son implication dans les politiques, dans l'éducation et dans les communautés. C'est donc aussi une parole de responsabilité, de profit. Ce que j'ai compris avec ce message, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas plus un problème de technologie ni abstrait, c'est une réalité. C'est une réalité d'être interprétée technologiquement, numériquement, qui peut devenir très ambiguë, une définition très ambiguë.
mais nous devons faire attention car ça pourrait changer la façon dont on perçoit nos frères, de la manière dont nous percevons. Nous avons, en suivant l'influence, l'hommage à Laudato, à Pape François de Laudato Si. Nous pouvons voir les animations, les les ignations inanimées de la méthode pastorale, la contemplation, l'examen, la conversion et les méthodes pastorales fondamentales de Laudato Si, comparées avec Laudato Si. Nous pouvons voir que nous avons voir aussi dans contemplar et examen, et discerner dans conversion. À, à travers de notre mode de vie et des avancées technologiques et tout ça, il faut, comme dit ce cadre, être prêt à observer et à discerner de manière individuelle devant God, devant Dieu, devant le Saint-Esprit. Et je souhaite vraiment que si cette avancée technologique puisse aider à notre conversion totale. C'est important que nous connections ces habitudes avec la technologie, avec ces habitudes écologiques pour pouvoir avoir cette conversion écologique. Pouvoir répondre correctement aux cris de la terre et aux cris des démunis. Avant de pouvoir réagir, nous devons savoir où regarder, quoi regarder et bien discerner. Nous demander vraiment auprès de Dieu qu'est-ce que nous pouvons changer. C'est ce que je pense le Père François voulait nous donner, voulait nous transmettre. Pour la première partie, contemplation, la création comme un don dans ce monde numérique. C'est un problème qu'on ne peut pas résoudre avec des statistiques, parce que je pense que c'est pas ce que le pape François voulait nous transmettre, mais on commence avec contemplatio, contemplation ad amorem, contemplation vue de l'amour, en vue de l'amour. Dieu crée, Dieu donne, Dieu demeure en toutes choses. Création est en premier un cadeau qu'on a été donné, un cadeau qui nous appartient pas. Pour le dire de manière plus simple, le monde n'est pas d'abord un projet, c'est d'abord un cadeau. Et pourtant, aujourd'hui, nous contemplons ce cadeau d'une manière très nouvelle. Nous ne regardons plus seulement avec nos yeux, nous regardons avec des satellites, des capteurs, des algorithmes et même avec de l'intelligence artificielle. Nous avons peut-être probablement vu des endroits dans le monde que à partir de Google Earth ou Google Maps. Nous avons vu aussi comment la Terre a souffert pendant ces années avec le changement climatique à travers un écran aussi. Nous étions informés à travers ces technologies. Mais c'est aussi grâce à ces technologies que nous pouvons aujourd'hui voir ces dégradations et pouvoir les prévoir et voir à quel endroit ont besoin d'aide. Aujourd'hui, cette intelligence artificielle nous permet aussi de voir des choses que nous ne pouvions pas voir dorénavant, avant, comme des tendances climatiques, des catastrophes, prédire des catastrophes, surveiller des écosystèmes, et même pouvoir élargir l'accès à cette éducation de l'écologie. Et en ce sens, l'intelligence artificielle peut véritablement devenir un instrument de sensibilisation écologique et de solidarité mondiale.
Pour moi, ceci n'est pas quelque chose d'insignifiant. C'est très important parce que c'est l'opportunité qu'on a de nos jours de pouvoir voir presque la terre entière depuis notre maison. Mais ici, on voit le mais, c'est que la contemplation aussi doit venir avec le discernement. Parce que même au niveau de la contemplation, l'intelligence artificielle peut devenir ambiguë, car nous risquons de remplacer cet émerveillement pour la création par les données, de remplacer notre présence par des simulations et de remplacer la sagesse par des prédictions, par des simulations aussi. Comme une histoire où je voulais sortir à la plage avec ma famille et j'ai passé tellement de temps en cherchant des informations sur mon téléphone pour voir la qualité de la mer, de l'UV. Et au final, le soleil s'est couché parce qu'on était trop occupé sur le téléphone. C'est pour ça que c'est important de discerner en même temps que nous contemplons. C'est aussi une tentation, nous pouvons l'appeler une tentation digitale parce que nous en savons plus, mais nous ressentons moins. Nous prévoyons plus, mais nous contemplons aussi moins. La question que se vient aussi, est-ce que notre technologie approfondisse-t-elle notre révérence ou émousse-t-elle lentement notre capacité d'émerveillement? Est-ce qu'elle nous rapproche-t-elle du mystère ou est-ce qu'elle nous donne une illusion de résoudre ce mystère? Est-ce que le mystère est déjà résolu? L'écologie intégrale nous rappelle que la création n'est pas simplement de la formation, c'est quelque chose relationnel et sacré. Le monde n'est pas seulement quelque chose que nous analysons, c'est quelque chose que nous rencontrons, que nous sentons avec nos sens. Parce que l'intelligence artificielle, par exemple, peut très bien nous dire combien d'arbres il reste, mais nous sommes les seuls qui pouvons vraiment les voir et les sentir et décider si nous voulons en avoir plus. La première chose que nous devons faire, c'est apprendre à observer de nouveau, car c'est un cadeau qu'on nous a donné. La création est un cadeau qu'on nous a donné. Ensuite, notre examen, techniquement, serait pour voir notre participation à la crise numérique et écologique. Parce que une chose, c'est admirer la création et se demander honnêtement quelle est ma relation avec elle. Et on doit se poser encore les questions classiques de comment est-ce que je consomme, comment est-ce que je pollue. Mais maintenant, nous devons aussi nous demander comment est-ce que j'utilise la technologie, quelle quantité d'énergie alimente ma vie numérique, quels systèmes invisibles soutiennent mon, euh, mon quotidien, mon confort quotidien. C'est des questions que beaucoup d'entre vous se posent déjà, mais peut-être quelques-uns d'entre vous aussi ne se rendent pas compte de manière innocente en laissant vos lumières allumées quand vous n'êtes pas chez vous ou quand vous utilisez votre téléphone et utilisez vos données de manière excessive. Techniquement, nous ne rendons pas compte que nous polluons aussi de cette manière. Si en utilisant l'intelligence artificielle,
les grosses entreprises de l'intelligence artificielle utilisent beaucoup d'eau pour ces requêtes d'intelligence artificielle. Car on a une réalité intéressante et un peu ambiguë de nos jours, car euh, nos vies numériques peuvent sembler propres et légères, mais elles sont dorénavant très lourdes pour la planète, car la crise écologique, elle inclut désormais non seulement ce que nous jetons, mais aussi tout ce que nous téléchargeons et tout ce que nous consommions en ligne. Bon, maintenant, si tout ça nous envoie à l'éducation, car l'intelligence artificielle dans l'éducation est un cadeau à bien des égards pour avoir un apprentissage personnalisé, des accès pour des étudiants, pour des élèves marginalisés, des, beaucoup d'informations de tout le monde à portée de main. Et bien sûr, une éducation écologique par le biais de simulations et de modèles. Et c'est pour ça que c'est très important aussi. Mm. Mais même si ça paraît parfait, il faut bien sûr continuer à nous demander qu'est-ce que nous pouvons améliorer dans ce système et discerner qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer notre qualité et vers cette conversion écologique. Parce que il existe qui aussi beaucoup de risques avec l'intelligence artificielle. Ça peut être une dépendance à l'égard de l'automatisation, de l'apprentissage, une érosion de la pensée critique, car le savoir devient un produit. Si les étudiants peuvent devenir des data profiles, peuvent devenir des profils de données uniquement, et les salles de classe peuvent devenir des espaces de surveillance au lieu que d'espaces d'apprentissage. C'est important, du coup, je vous le répète, de discerner. Alors, l'examen, que je vous ai déjà dit pour en avant, se pose des questions intéressantes. Est-ce que nous formons des personnes ou est-ce que nous produisons des utilisateurs? Est-ce que nous éduquons pour la conscience, le jugement, la responsabilité, l'imagination, ou est-ce que nous formons simplement des personnes pour utiliser des systèmes de plus en plus intelligents? Ce n'est pas seulement une question pédagogique, c'est une question anthropologique, car l'intelligence artificielle reflète les intérêts économiques, le pouvoir des entreprises, la concurrence géopolitique et derrière le langage de l'innovation, de l'efficacité, le progrès, on peut trouver de l'injustice environnementale, du colonialisme numérique, une économie extractive inégale et des communautés qui souffrent actuellement le coût des technologies qu'ils n'utilisent pas et que nous utilisons, hein, mais que eux portent les fruits de manière négative de cette avancée technologique. Nous pourrons nous rendre compte que la crise écologique et la crise numérique sont pas des problèmes distincts qui se rapprochent beaucoup. Ce sont deux expressions d'un même paradigme technocratique. C'est une façon d'appréhender le monde qui privilégie le contrôle aux soins, l'efficacité et la dignité, euh, l'optimisation sur la sagesse. C'est aussi le sens profond de voir, discerner et agir. C'est comme ça que nous pourrons réaliser cet examen en pouvant voir, discerner et agir.
quel système je peux utiliser, lesquels sont les meilleurs pour moi pour utiliser, lesquels je peux utiliser pour construire plus, pour pouvoir avancer vers cette euh, transition écologique, pour pouvoir compléter cette. C'est pour ça qu'avec Conversio, je vous propose une conversion écologique et numérique, car la conversion écologique d'aujourd'hui doit aller plus loin que les poubelles de recyclage et les panneaux solaires. Elle doit désormais inclure nos habitudes numériques, et nos désirs technologiques, et évidemment notre imagination économique. Dans d'autres mots, il faut vraiment, il faut vraiment pas agir dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous voulons. Car nous pouvons analyser très bien cette crise, mais nous devons aussi changer nos habitudes et de nos désirs les plus profonds aussi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si nous cherchons un monde plus sustentable, mais quand notre site web ne charge pas assez vite, nous devenons irrités. Et du coup, nous devons réinitialiser tout. Et ça aussi nous rentre à l'esprit. C'est pour ça que cette conversion nous demande des questions un peu inconfortables, mais nécessaires, comme par exemple, pouvons-nous désirer des limites plutôt qu'une croissance illimitée? Est-ce que pouvons-nous préférer la sagesse au lieu de la vitesse? Est-ce que pouvons-nous accepter que tout n'ait pas besoin d'être optimisé, automatisé ou accéléré? L'écologie intégrale nous rappelle que le problème écologique le plus profond, ce n'est pas le carbone, mais c'est le désir. Si nous désirons, par exemple, le contrôle, nous allons du coup construire des systèmes de surveillance. Si nous souhaitons du profit, nous allons alors faire des systèmes de profit. Si nous voulons de l'efficacité, nous allons faire des systèmes alors qui vont replacer les gens. Mais si nous voulons, euh, au lieu de tout ça, de la bienveillance, ça va être à l'envers. Nous allons générer de la productivité des entreprises pour cette bienveillance. C'est pour ça que l'intelligence artificielle a besoin de cette conversion, de devenir un profit à un bien commun, car la conversion ne se fait pas par des mises à jour logicielles, elle se fait à travers la formation. L'éducation aujourd'hui ne peut pas se limiter uniquement à des sketchs numériques, à des maîtrises technologiques, à des optimisations de systèmes. Elle doit devenir le principal espace de conversion numérique et écologique. Nous devons alors penser de manière critique, devons discerner de manière éthique, nous devons résister à la manipulation, nous devons prendre soin pour la création et nous devons rester libres dans un monde de machines intelligentes. Ça, c'est le cœur de notre conversion écologique. Il ne faut pas romantiser le passé ni de diaboliser les avancées technologiques du présent, mais avoir une cohabitation et rester avec cet esprit en tête de observation et de discernement qui nous caractérise. Quand les systèmes évoluent, quand le système est lent, parce que sans cette conversion écologique, euh, nos actions deviennent un épuisement, une idéologie, un désespoir. Mais au final, l'écologie intégrale ne consiste pas seulement à sauver la planète, il s'agit de guérir notre façon d'être humain dans un monde technologique. Et cette guérison commence toujours par des algorithmes.
pas par des algorithmes, pas par des politiques. Nous allons ensuite parler de Actio, une mission communautaire dans un monde écologique et numérique. C'est une mission née du discernement. Elle ne consiste pas seulement à faire plus, il s'agit d'agir ensemble et d'agir de manière qui découle de ces cœurs transformés. C'est pourquoi en écologie intégrale, l'action est toujours communautaire. Axio est une mission qui comprend des plans très concrets comme des pratiques institutionnelles durables, une gouvernance éthique, des programmes d'éducation écologique, de la sobriété numérique, l'apprentissage communautaire. Mais le mot-clé ici, ce ne sont pas les programmes, mais le mot-clé est communauté. Maintenant, le, Laudato Si, la plateforme d'action Laudato Si ne construit pas de réseau de projet, mais elle forme un réseau de communautés qui savent discerner, des communautés qui deviennent des lieux de réflexion partagée, des laboratoires de technologie éthique, des témoins d'avenir alternatif. En résumé, les communautés Laudato Si sont destinées à devenir des petites cultures écologiques au sein d'un monde technocratique beaucoup plus vaste. Et c'est déjà une forme de prophétie, car, pouvoir avoir, par exemple, cette conversation avec vous en ce moment même, ça montre vraiment l'avancée de ce discernement et de l'avancement de notre merveilleuse communauté. Ce qui est important aussi de commenter, c'est que ce qui a tout changé n'a pas seulement le pouvoir, mais ça a été surtout la communauté. Quand la sustentabilité est devenue quelque chose de commun, une conversation, une pratique, une culture, c'est devenu possible en communauté. Et en communauté, nous demandons euh, à- les communautés commencent à se questionner, est-ce que nous avons vraiment besoin de cet outil? Est-ce que cette technologie sert-elle à nos intérêts? Est-ce que cette plateforme respecte-t-elle la dignité? Euh, alors qu'on se pose ces questions comme ce système consomme-t-il plus qu'il ne produit, c'est déjà une action éthique. Pour mon dernier point, dans un sens très concret, l'IA peut contribuer à construire une solidarité écologique mondiale. Mais c'est la phrase la plus importante de cette section. L'intelligence artificielle doit toujours rester au service de l'écologie intégrale, jamais au contraire et jamais son maître. Car dès que la technologie devient le maître, la logique change. Alors la vitesse devient plus importante que le discernement, l'efficacité plus importante que la dignité et l'optimisation plus importante que le sens. Parce que l'intégrité, l'action intégrale protège toujours trois choses, la dignité humaine, la responsabilité communautaire et le bien commun. Ainsi, la gouvernance éthique de l'AIA n'est pas un ajout technique, c'est une exigence morale. Car ce ne sont pas des questions technologiques ni d'ingénieurs, ce sont des questions spirituelles, des questions de discernement, une façon différente de voir le futur, pas un futur technologique, mais un futur commun, suffisant, responsable, écologique et solidaire. Euh,
L'action n'est pas la fin du processus, c'est un début d'un nouveau cycle. Nous agissons, nous réfléchissons à nouveau, nous discernons à nouveau, nous nous convertissons à nouveau et nous agissons à nouveau plus sagement, plus humblement et mieux. Ce n'est pas l'inefficacité, c'est de la durabilité spirituelle. Parce qu'en fin de compte, l'écologie intégrale ne consiste pas à sauver le monde rapidement. Il s'agit d'apprendre à prendre soin du monde patiemment, communautairement et avec espoir. Et à l'ère numérique, obsédé par la vitesse, c'est peut-être l'action qu'on doit suivre. J'ai pris un peu plus de temps, je m'excuse, mais je voudrais vous dire que pour conclure cette séance, le chemin nous rappelle qu'avant d'optimiser le monde, nous devons d'abord interpréter spirituellement. Avant de concevoir des technologies, nous devons d'abord convertir nos désirs. Et avant d'agir, nous devons d'abord apprendre à voir. En fin de compte, il nous est rappelé que la véritable transformation commence à l'intérieur. Nous n'optimisons pas les machines, mais nos cœurs. Nous concevons non seulement des systèmes, mais nos désirs. Nous agissons non seulement sur le monde, mais à partir d'une vision d'amour. Du coup, je vous invite, mes frères et sœurs, de avancer ensemble dans ce cheminement. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci à tous. Merci, Ivan. Spécialement dans un monde qui avance rapidement vers l'optimisation et l'automatisation, tu nous invites à ralentir, à nous demander non seulement ce que nous pouvons faire avec ces outils, mais ce que ces outils font de nous. Et en même temps, tu refuses la peur, tu montres que la technologie n'est pas un destin, elle peut servir de solidarité, elle peut soutenir la conscience écologique, elle peut aider le discernement. Nous avons maintenant environ quelques minutes pour les questions. Merci d'utiliser la fonction de questions-réponses si c'est déjà pas déjà fait. Je vois quelques questions qui demandent alors la liberté de l'intelligence artificielle vers les géants, la technologie qui implémente l'intelligence artificielle dans notre éthique aussi. Je- Quand les communautés aussi se sentent pressionnés par l'intelligence artificielle, pressés par l'intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais nous donner, Ivan, nous donner des exemples de comment mieux vivre avec cette technologie? J'ai vu un commentaire qui dit que même rentrer à ce webinaire signifie céder à la technologie. Je suis d'accord. Même depuis le confinement, nous avons vu cette accaparation de technologie qui s'est démocratisée. J'aimerais vous donner une réflexion de, de nous demander comme communauté qu'est-ce que nous faisons mal, qu'est-ce qu'il nous manque. Nous devons nous demander si cette technologie vraiment approfondit notre avancement vers la transition écologique ou est-ce qu'elle la freine? Je pense que si c'est important éventuellement de commencer à avoir une éducation de l'intelligence artificielle, car des fois, il y a beaucoup d'impératifs que nous savons devons faire avec l'intelligence artificielle et il faut savoir à quel moment nous limiter aussi. Nous devons savoir quels outils vont vraiment être sont nécessaires pour cet avancement écologique.
Merci pour ce partage. C'est vraiment une zone là où beaucoup de communautés sont toujours en train de découvrir, en train de discerner. Et c'est vrai que c'est mieux de pouvoir avoir ce discernement au lieu de tomber dans le refus. Bon, alors que nous approchons à la fin de cette première partie, j'aimerais revenir à notre point de départ. Aujourd'hui, ne portez pas simplement sur la technologie ni sur l'information. Il s'agit de formation et c'est précisément vers cela que nous nous dirigeons maintenant. Dans quelques minutes, nous commencerons la seconde partie de notre rencontre. C'est un atelier interactif de 45 minutes pour vous aider à élaborer ou affiner votre plan Laudato Si 2026. Ce sera concret, pratique, collaboratif. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits, nous partageons maintenant le lien d'inscription dans le chat. Nous serions vraiment très heureux de vous retrouver après une courte pause de 5 minutes à peu près. Nous partageons aussi également, j'aimerais bien aussi présenter, je veux bien dire merci à Alonso, à nos interprètes, à toute l'équipe en coulisses qui permettent à une communauté mondiale comme la nôtre de se réunir. Je voulais vous remercier à chacun d'entre vous pour le travail fidèle et persévérant que vous portez dans vos communautés. Nous nous réjouissons de poursuivre ce chemin avec vous, non seulement en 2026, mais vers les engagements concrets qui commencent à prendre forme dès aujourd'hui. En ce temps de carême, mes frères et sœurs, continuons à marcher humblement, patiemment et ensemble. Et on se voit après une courte pause de 5 minutes. Merci à tous.